Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Elisabeth Borne dans le viseur de la France Insoumise, la motion de censure, le sommet européen, le pouvoir d'achat, la bataille à l'Assemblée, la commission des finances notamment, les polémiques d'après législatives, la fête du rugby, est-ce qu'elle pourrait être gâchée par une grève du RER? Autant de questions que nous allons aborder. Commençons par les consultations. Donc après Emmanuel Macron, qui a reçu les différents partis de l'Assemblée, c'est au tour d'Elisabeth Borne de recevoir. Pour la France Insoumise, c'est Mathilde Panot, c'est ça, oui, qui va s'entretenir avec la Première ministre. Qu'est-ce que vous en attendez et quel est le message de votre côté? Le message de votre côté, c'est que ils ne peuvent pas compter sur le fait que nous appliquions la politique du gouvernement. Parce que M. Macron a très clairement donné la feuille de route. Il a dit au groupe d'opposition, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Mais lui, oui, il a expliqué qu'il était prêt à aller nulle part. C'est-à-dire, c'est son programme et rien d'autre. Bon, donc voilà. Ça dépend. Si vous lui faites des propositions des propositions qui sont cadrées, oui, parce qu'il estime être un programme qui aurait eu une majorité parce qu'il a été élu. Sauf que, comme vous le savez, il a été élu contre Marine Le Pen. Et le jour où il est venu devant les Français sur son programme, oui, eh bien, il n'a pas eu la majorité absolue. C'est ça la situation. Donc ils essayent depuis de se dépatouiller comme ils peuvent. Manifestement, ils essayent d'aller chercher des alliances du côté plutôt de la droite, les LR, notamment en s'appuyant sur l'idée que leur programme néolibéral pourrait avoir des accointances avec la droite, mais ils sont coincés. Et vous comprendrez que nous qui sommes aux antipodes de ce que propose En Marche d'un point de vue économique et social, c'est clair qu'on va pas, sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de se retrouver quand même sur le pouvoir d'achat, sur certaines mesures, quoi? Non. Commençons d'abord par une chose, ce qu'on va lui dire aujourd'hui. Oui. Il faut que devant l'Assemblée nationale, elle demande le vote de confiance. Voilà, c'est une question de démocratie, tout simplement parce que tous les nouveaux gouvernements de la Ve République ont demandé un vote de confiance. Si elle le fait pas, c'est un problème. Si elle le fait pas, elle aura une motion de censure qui sera proposée par nous. C'est-à-dire que si jamais elle vous dit, elle va s'engager à l'Assemblée nationale, vote de confiance, là, la motion de censure, ce n'est pas automatique, quoi. C'est la même chose. Oui, mais demande un vote de confiance, il y a un débat. Dans ces cas-là, il y a un débat normal et puis il y a un vote. Oui. Si elle le demande pas, c'est là où on mettra une motion de censure. Oui. Mais tout ça, c'est pas forcément dans la Constitution tel que c'est prévu, non? C'est pas dans la Constitution, mais tous les gouvernements l'ont fait. Alors il y a un moment donné, il y a l'esprit et la règle. Et l'esprit, c'est quand même que devant le Parlement national, je vous rappelle que le Premier ministre est responsable devant le Parlement national. Eh bien, vous cherchez une majorité. C'est quand même problématique si vous le faites pas. Alors c'est une manière un peu de penser qu'il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme et que de ces cas-là, on peut dépasser toutes les cadres démocratiques. Mais c'est gênant. Bon, ça c'est une chose. Je vais répondre après à votre question. Sur la question du pouvoir d'achat, nous on fera ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire que on s'opposera à ce qu'on estime mauvais, on votera ce qu'on estime soit bon, soit pas trop mauvais. En tout cas, allant dans un sens où il est difficile de voter contre ou s'abstenir si ça va pas assez loin. Et puis après, on regardera la globalité de la proposition de loi. Ça, on l'a toujours fait. Mais la deuxième chose que nous allons faire, et là c'est nouveau, c'est que comme c'est l'Assemblée nationale, on le voit bien, va reprendre un poids politique, on peut être aussi, à un moment donné, c'est nous qui pouvons interpeller le gouvernement. Donc nous allons, par exemple, la semaine prochaine, avec nos amis de la NUP, proposer une loi d'urgence sociale avec un PLFR associé que nous allons mettre sur la table et qui, c'est à eux aussi de dire qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent du SMIC à 1500 € net, qu'est-ce qu'ils pensent d'un revenu garanti jeune d'à 1063 €, qu'est-ce qu'ils pensent du blocage des prix. C'est aussi à eux qui vont devoir répondre. Autrement dit, le rapport est démocratiquement, je trouve ça intéressant. Mais là, vous êtes prêts à discuter, quoi. Oui, qu'ils discutent, mais on va pas seulement... Non, mais pas forcément dire c'est ça ou rien, quoi. Non, mais on va pas discuter seulement de leurs propositions. Oui. Voilà. Et ça fera des amendements. Et puis à la fin, selon ce qui en sort, nous prendrons des décisions. Moi, je vais vous dire mon point de vue. S'ils partent du principe de M. Macron, c'est-à-dire on continue à faire des cadeaux aux plus riches au niveau fiscal, parce que ne pas baisser les impôts, c'est ça que ça veut dire. On ne revient pas sur les cadeaux qu'on a fait aux plus riches. Et puis d'un autre côté, on regarde la ligne des déficits qui fait qu'on va baisser les dépenses publiques comme il l'a annoncé, puisqu'il va revenir à 3% en 2027. Ça m'étonnerait que leur proposition de loi sur le pouvoir d'achat nous convienne. Donc dans la globalité, on peut avoir telle ou telle mesure, mais dans la globalité, ça m'étonnerait. Non, mais s'il y a par exemple une revalorisation conséquente du SMIC, là vous serez favorable. S'il y a une revalorisation du SMIC, une revalorisation des minus, on pourra voter l'amendement. Oui. Mais j'attends encore l'amendement parce que je vous ferai remarquer qu'il nous avait annoncé un chèque alimentaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Manifestement, il n'y est plus. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont mettre réellement sur la table parce que les spécialistes, les marcheurs, c'est des spécialistes. Ils vous font des lois pour changer le climat.
et puis après vous apercevez qu'il n'y a rien pour changer le climat dans la loi. Alors ils vous disent mais vous n'avez pas voté la loi pour changer le climat. Ils peuvent très bien nous faire le même coup. Je vous fais une loi pour le pouvoir d'achat, et puis on s'aperçoit qu'il y a des miettes pour les plus défavorisés et des cadeaux pour les plus riches. Mais c'est vrai qu'il y avait des élections, et donc sur le chèque, peut-être ça a été repoussé en disant on verra, on va en discuter à l'Assemblée et on le mettra en place pour la rentrée. Donc, a priori, c'est ce qui... On va attendre. Oui, on va attendre. Mais j'attends rien de bon vraiment de ce gouvernement. Est-ce que vous êtes inquiet, tiens, puisque d'un mot quand même sur l'énergie, là vous avez évoqué le blocage des prix, il va y avoir le bouclier tarifaire qui va être maintenu pour le gaz. Ça, c'est une bonne chose. Mais le bouclier tarifaire, je vous rappelle qu'il est intervenu après que le gaz ou l'électricité est augmenté entre 30 et 50%. Le carburant, c'est la même chose. On n'a toujours pas bloqué les prix, donc il continue à flamber. Donc l'indemnité. Oui, qu'est-ce que vous feriez, vous alors? Non, mais aujourd'hui, face à la situation, nous, on bloque les prix. Oui. On revient pour le carburant à 1,40, c'est-à-dire le prix du carburant au début. On commence à prendre sur les dividendes de Total notamment, qui avait quand même fait, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois 7 milliards de dividendes, donc il y a de quoi faire avant après on peut regarder une taxe flottante, c'est-à-dire l'idée que la taxe n'a pas forcément augmenté quand les prix augmentent, et puis on avance comme ça. Et sur le gaz, vous faites aussi comme Elisabeth Borne, c'est-à-dire il faut stocker en masse du gaz pour cet hiver, sinon il peut y avoir une catastrophe. Il faut stocker le gaz, il faut très certainement aller chercher des approvisionnements divers, et nous avons fait une proposition, je reviens sur le carburant. Je suis très étonné que le chef de l'État ne l'ait pas mis en application. Jean-Luc Mélenchon avait proposé que, au niveau de l'Europe, Emmanuel Macron propose que l'Europe se mette d'accord pour qu'elle impose un prix gros du carburant. Parce que vous le savez comme moi, le carburant flambe à cause de la spéculation des pays producteurs, des distributeurs, etc. Oui, mais et attention, je trouve bizarre. Alors là, pour le coup, je trouve étonnant que ça n'ait pas été proposé, parce que ça aurait été une bonne solution. Bon, et vous devez être en colère quand vous voyez que l'Allemagne, beaucoup de pays sont en train de relancer les centrales à charbon. Oui, bien sûr, je suis en colère là-dessus, et c'est pour ça qu'il faut faire une bifurcation écologique. Si nous n'avions pas le nucléaire, nous, on serait un petit peu coincés. Je vous attendais. Oui, évidemment, c'est gros comme une maison, mais bon. Il faut faire une bifurcation écologique dès maintenant pour arriver au 100% d'accord, mais l'urgence, elle est maintenant, vous le savez aussi. Donc dans l'urgence, on n'a jamais dit que dans l'urgence, on arrêtait toutes les centrales au jour J. On dit qu'on projette le fait qu'en 2050, on passe au 100% renouvelable et à la sobriété énergétique. C'est un autre problème, parce que la question du climat, excusez-moi, elle est aussi urgente que la question sociale. Oui, bien sûr, mais tout est lié. Regardez, on a quasiment un climat tropical à Paris. Donc. Oui. La bataille pour la commission des finances à l'Assemblée nationale. Puisque vous parlez beaucoup de questions économiques. Alors, qui peut revendiquer? Le RN revendique de son côté, l'ANUPS aussi, qui au sein de l'ANUPS? Mais le RN n'aura la présidence de la commission des finances que si tout d'un coup les marcheurs décident de voter, ce qui ne se fait pas normalement. Qu'on comprenne bien, j'explique en une minute à vos auditeurs. La présidence de la commission des finances, comme logique de contre-pouvoir, va toujours à l'opposition. Donc, pour que ça soit à l'opposition, la majorité, les commissaires à la finance et la majorité, ça se passe à la commission des finances, ne votent pas. Et donc, c'est l'opposition qui, entre elles, gère qui a le place à la présidence de la commission des finances. Si c'est ça, on est plus que le RN. Toute la NUP compris, puisque la NUP aura une proposition commune. Bon, si les marcheurs s'en mêlent pas, ça sera le président de la commission sera de la NUP. Oui, de la NUP. Ça pourrait être Valérie Rabault. Alors, PS, puisqu'elle est candidate. Elle l'a dit à ce micro hier matin. J'ai cru comprendre qu'elle était candidate. Je le suis aussi. Et il y aura vous l'êtes aussi, vous? Oui, bien sûr, vous le savez. Il y aura une seule candidature de la NUP. Et vraisemblablement, la logique voudrait que ça soit du centre de gravité politique de la NUP, qui est incarné par le groupe majoritaire à l'intérieur, et les filles... davantage, j'allais dire, qu'aujourd'hui, Valérie Rabault. C'est ça qui pourrait être la logique. Donc on va attendre. Il y aura de toute façon, on va proposer ensemble des vice-présidents à l'Assemblée, questeurs, président de la commission, on va tout proposer ensemble, et je pense que ça va se décider dans la journée. Bon, donc au sein de la NUP, il y a une bataille aussi entre vous. Non, c'est pas une bataille. On discute avec Valérie Rabault, parce qu'elle est quand même très clairement intéressée. Vous aussi. Peut-être que clairement intéressé. Attendez, Valérie Rabault est une excellente députée. C'est pas le problème. C'est pas un problème personnel. C'est un problème politique. Bien sûr. Et donc il n'y a pas de bataille. Il y a une discussion avec nos partenaires de la NUP. On s'est vu hier. Ça s'est super bien passé. N'en déplaise à ceux qui imaginaient que ça explosait déjà au début de la semaine. Au contraire, il y aura un intergroupe qui va se réunir
réunir chaque semaine, on fait des propositions communes, donc on va agir véritablement en cohésion, voilà, qui d'ailleurs explique pourquoi nous sommes la plus grosse opposition, et donc il n'y aura pas une bataille, il y aura une discussion, et très franchement, je pense que la logique voudra que nous ayons la présence de la commission de finances. Et que c'est bien vous, Éric Coquerel, vous le confirmez ce matin au micro Sud Radio, vous allez être le candidat commun alors. En tout cas, je suis le candidat du côté LFI, et si, comme il est possible, c'est LFI qui présente pour la NUP la présidence, un candidat à la présidence de la commission des finances, dans ces cas-là, ça serait moi. Oui, qu'est-ce que vous répondez à Éric Woerth ou Gérard Larcher qui disent que c'est dangereux de confier ça justement? Moi, je suis atterré par ce qu'ils ont dit. Il dit oui, vous allez faire du contrôle fiscal. Oui, mais ils ont dit pire que ça. Ils ont dit ça serait terrible, mais le RN, c'est pas grave. Excusez-moi, mais alors pour des gens qui nous ont fait des leçons vis-à-vis de l'extrême droite et qui tendent la main à l'extrême droite, laissant penser finalement que l'extrême droite, c'est un problème moins grave que une force de gauche comme la NUP, je trouve ça sidérant. Alors je sais pas peut-être que Éric Woerth est inquiet, j'en sais rien. Mais les gens qui n'ont pas de problème de fraude fiscale n'ont pas à être inquiets. Qu'on comprenne bien, le président de la commission des finances, il peut effectivement lever un secret fiscal, mais il doit le conserver. Il n'a pas le droit de l'utiliser. Et très franchement, l'objectif que nous avons, je le dis à l'avance, c'est pas d'aller chasser tel ou tel opposant politique. Dans quel monde vivons-nous? Alors, c'est curieux de la part d'Éric Woerth, parce que je viens de passer 5 ans avec lui de manière très courtoise dans la commission des finances, parce que la commission des finances est courtoise. Voilà, il y a des choses, on peut ne pas être d'accord, mais ça se passe de manière courtoise. Il vous connaît. Voilà, on se connaît. Je lui ai même dédicacé un bouquin sur la dette. Mais oui, parce que il avait dit, chacun sait qu'on rembourse jamais la dette. J'ai dit tiens, enfin vous venez sur l'opposition, que j'ai fait un bouquin là chez la dette. Bon, donc ça s'est bien passé. Alors tout d'un coup, là c'est les chars soviétiques à la présidence de la commission des finances. Faut arrêter. On va pas s'en servir pour aller traquer tel ou tel adversaire politique. Par contre, je pense qu'on peut s'en servir pour plusieurs choses. Notamment, là, vous avez vu, il y a eu un procès McDo là sur les grosses multinationales qui payent pas les impôts qu'ils devraient payer en France. Là, il y a peut-être des choses intéressantes à aller chercher qui pourraient rendre service au pays. Éric Coquerel, un mot sur le magazine Le Point qui a retiré son article sur vos députés collègues, Corbière et Garrido, le couple, après le démenti de ces derniers. Le couple réclame la démission du journaliste Zemmouri. Qu'est-ce que vous réclamez? Je réclame. Alors ça, je pense que c'est le minimum, parce que c'est quand même énorme qu'on accuse des gens de calomnie entièrement montée. Et puis après, je vous interpelle, vous, globalement, vous les deux, là. Non. La presse, c'est que maintenant, il faut vraiment faire un boulot de journaliste où on vérifie, revérifie. Et puis une fois que c'est fait, la rédaction, globalement, regarde, surtout quand il y a un sujet comme ça, pour qu'on n'ait pas ce genre de manipulation. Parce que manifestement, moi, je pense qu'il y a une manipulation politique, sans doute. Oui, très certainement. Je ne sais pas d'où elle vient. C'est pour ça que d'ailleurs, parce que certains qui disaient, ça venait du débat des duels qu'il y a eu, par exemple. Je ne sais pas. Garrido, elle était candidate à Drancy. Je ne sais pas. Comme je suis contre les choses balancées comme ça, je ne vais pas moi balancer autre chose. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y aura un procès pour justement comprendre comment c'est venu. Parce que pour que vos éditeurs comprennent, c'est un truc inventé entièrement. Tout est inventé. Comment c'est arrivé dans un journal comme Le Point? Il ne faut plus que ça soit le cas. Et Éric Coquerel, un mot sur le retour du Covid. Des chiffres, en tout cas, il y a beaucoup plus de contamination. Je ne sais pas si c'est dangereux ou pas, etc. Mais en tout cas, c'est factuel. Est-ce que il faut rendre une 4e dose obligatoire, par exemple, pour les plus fragiles? Non. Le pass sanitaire, faudra le poursuivre. On était contre le pass sanitaire. On reste contre le pass sanitaire. On pense que c'est pas la solution. Surtout que là, on s'installe. Vous voyez bien qu'on n'a pas fini. Donc, par contre, il faut faire une politique d'aller vers. Ça, c'est clair. Notamment les plus fragiles en termes de vaccination. On a toujours été pour ça. Donc là, il faut mettre le paquet là-dessus. Et puis, au-delà, remettre en vigueur peut-être les protections nécessaires. Peut-être dans les transports en commun. On me dit que ça serait nécessaire. Je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé, d'ailleurs. Emmanuel Macron, un mot, est à Bruxelles, en fait, aujourd'hui. Quelle est l'image du chef de l'État, selon vous, à l'international? On disait qu'il avait une très bonne image. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est son image. Ce que je sais simplement, c'est que déjà, il est à Bruxelles. Et nous, on a toujours eu comme règle que quand le chef de l'État est à l'étranger, on ne commande pas, ou en tout cas, on n'en rajoute pas les critiques. Bon, après, je m'interroge un petit peu sur les propositions actuelles qui sont faites. Non pas de soutien de l'Ukraine, on est à fond pour, mais la question de candidat au niveau de l'Union européenne, le problème derrière ça, c'est qu'il y a des questions économiques et que quand on intègre des pays qui ont un niveau de vie très bas, je crois que le SMIC est à 190 €, il faut faire attention à ce qu'on fait. Est-ce qu'on risque d'aggraver
le problème du dumping social qui règne dans l'Union européenne. Parfois c'est très long, parce qu'il y a des pays qui frappent à la porte depuis des dizaines d'années. On va dire que c'est très long, que c'est peut-être un geste politique. Oui. Je le commenterai pas plus que ça pour les raisons que je vous ai dit. Oui, vous connaissez bien le Stade de France, territoire en Seine-Saint-Denis. Il y a encore une menace de grève, RERB aidé à l'occasion d'un match de rugby ce soir. Est-ce que c'est quand même en fait une forme de chantage de la part des grévistes et puis de la... Non mais je vous pose cette question parce que il y a des supporters qui se disent est-ce que je vais pouvoir aller voir le match, comment je fais quoi. Oui, la grève, elle est c'est quelque chose qui distingue en général le droit de grève les dictatures des démocraties. Donc les grèves ne serviront à rien si à un moment donné elles ne gênaient pas. Oui, mais sur des événements tels que ceux-ci, quoi. Eh bien qu'on arrête, j'allais dire, de vouloir ouvrir à la concurrence les services ferroviaires, les transports franciliens, qu'on arrête d'imposer des régressions sociales aux agents de la RATP, de la SNCF, et il n'y aura pas de grève. C'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le regarder. Merci Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, candidat donc à la commission des finances à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de Sud Radio.